Elle a tout offert, sauf ce que personne ne voyait. Le millionnaire s'est approché sans hâte ni crainte, et quand elle lui a dit que son âme était encore silencieuse, il a murmuré « Alors, laisse-moi l'écouter en silence. » Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en devenant auditeur premium, vous découvrirez des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenez membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Dans l'agitation de Paris, entre immeubles imposants et rues bondées, Sophie Moreau marchait d'un pas pressé. À 29 ans, elle portait sur ses épaules non seulement la pochette de documents du cabinet d'avocats où elle travaillait, mais aussi le poids d'une étiquette qui la poursuivait depuis l'adolescence, la Vierge. Les paroles cruelles de Camille, sa collègue de travail, résonnaient encore dans son esprit après l'apéritif de la semaine précédente, quand elle avait une fois de plus été la cible de plaisanteries voilées alors que tout le monde discutait de relations amoureuses. Le ciel gris de juin reflétait parfaitement son état d'esprit, tandis qu'elle montait les escaliers du métro sur l'avenue des Champs-Élysées. Sophie ajusta sa veste sombre, vérifia son maquillage dans son miroir de poche et força un sourire. Le masque de l'avocate accomplie était de nouveau en place. Personne n'avait besoin de connaître la dualité qui la consumait intérieurement. La professionnelle respectée face à la femme qui se sentait incomplète, inadéquate. « Bonjour, maître Moreau. Maître Dupont a demandé de vous rappeler la réunion de 10 heures. » La secrétaire la salua lorsqu'elle franchit les portes vitrées du cabinet Dupont & Associés, l'un des plus prestigieux de la capitale française. « Merci, Lucie. Je serai prête. » Sophie répondit automatiquement, se dirigeant vers son bureau. Elle ferma la porte et put enfin respirer. Là, entre les murs de son petit refuge professionnel, elle posa sa pochette sur le bureau et s'accorda un moment de vulnérabilité, chose qu'elle se permettait rarement. Depuis l'enfance, Sophie avait appris que sa valeur était directement liée à son apparence. Fille unique de parents exigeants de la haute société parisienne, elle avait grandi en entendant des commentaires sur comment elle devait se comporter, s'habiller, parler. Sa mère, Élise Moreau, une ex-mannequin qui avait abandonné sa carrière pour se marier, lui rappelait constamment « Les hommes n'aiment pas les femmes qui paraissent plus intelligentes qu'eux, ma chérie. » Son père, Richard Moreau, entrepreneur respecté et traditionnaliste, ajoutait « Tu dois te valoriser, ma fille. Une jeune fille de bonne famille ne se donne pas facilement. » Ces paroles, répétées à l'excès au fil des années, avaient créé de profondes racines. Sophie était devenue prisonnière d'attentes contradictoires. Être attirante mais pas vulgaire, intelligente mais pas intimidante, indépendante mais pas menaçante. Chaque relation échouée renforçait son insécurité, chaque tentative d'intimité était sabotée par une voix intérieure qui la faisait reculer au dernier moment. Maître Moreau, 5 minutes avant la réunion. La voix de Lucie par l'interphone la ramena au présent. « J'arrive », répondit-elle, ajustant ses longs cheveux châtains et se recomposant. Personne ne pouvait imaginer que derrière cette façade d'assurance se cachait une femme qui pleurait seule chez elle, se demandant pourquoi elle n'arrivait pas à se connecter véritablement avec quelqu'un. La réunion se déroula comme tant d'autres. Sophie présenta le dossier avec un professionnalisme impeccable, impressionnant clients et collègues. Cependant, les regards de Camille, assise de l'autre côté de la table, semblaient percer l'armure qu'elle avait soigneusement construite. « Excellente présentation, comme toujours », commenta Marc Dupont, l'associé principal, quand tout le monde quittait la salle. « J'aimerais que vous dirigiez cette affaire. Le client a été impressionné par votre maîtrise du sujet. » « Ce sera un plaisir, maître Dupont. Merci pour votre confiance. » Sophie sourit, ressentant une pointe de fierté authentique. Au travail, au moins, elle savait exactement qui elle était et ce qu'elle faisait. En retournant à son bureau, elle trouva Camille qui l'attendait, adossée à son bureau avec ce sourire que Sophie ne connaissait que trop bien. « Encore une affaire importante pour la chouchoute du cabinet, » commenta-t-elle avec une fausse douceur. « Tu devrais fêter ça. Tu sais, cet avocat de chez Lambert qui n'arrêtait pas de te regarder, il a demandé ton numéro. Qui c'est cette fois ?» Sophie respira profondément. « Merci pour l'information, Camille. J'ai beaucoup de travail maintenant. Bien sûr que tu en as. Tu en as toujours. » Camille marcha jusqu'à la porte mais s'arrêta avant de sortir. « Juste un conseil d'ami.
N'attends pas trop. Bientôt les 30 ans, puis les 40. Ce n'est pas naturel qu'une femme de ton âge n'ait jamais. Je te remercie de ta préoccupation. Sophie l'interrompit fermement. Mais ma vie personnelle n'est pas un sujet de discussion au bureau. Quand elle fut enfin seule, Sophie laissa tomber le masque. Les paroles de Camille, aussi méchantes fussent-elles, touchaient une plaie ouverte. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un insinuait qu'il y avait quelque chose d'anormal chez elle. Même sa mère, dans des conversations pleines d'indirections, posait des questions sur les petits-enfants et le mariage avec une fréquence croissante. En fin de journée, Sophie quitta le bureau épuisée non par le travail mais par l'effort constant de faire semblant que tout allait bien. Elle marcha jusqu'au jardin du Luxembourg, cherchant un moment de paix avant de retourner à son appartement vide. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées qui contrastaient avec le gris de la ville. Elle s'assit sur un banc au bord du bassin, observant les couples qui se promenaient main dans la main, les familles avec enfants, les groupes d'amis riant insouciamment. Tous semblaient avoir découvert un secret qui lui échappait. Comment établir des connexions authentiques? Comment se permettre d'être vulnérable sans peur du jugement? « Permettez-moi » dit une voix masculine à côté d'elle, tendant un mouchoir. Sophie n'avait même pas réalisé qu'elle pleurait jusqu'à ce moment. Elle regarda l'étranger, prête à refuser poliment et à se ressaisir, mais quelque chose dans son regard la fit hésiter. « Merci » murmura-t-elle, acceptant le mouchoir et essuyant rapidement ses larmes. « Désolé, je n'ai pas l'habitude. Pas besoin de vous excuser, » répondit-il d'une voix calme. « Parfois, nous avons besoin de laisser tomber les masques, même si ce n'est que pour un moment. » Cette phrase si simple et directe frappa Sophie comme la foudre. Comment cet inconnu arrivait-il à voir à travers elle avec tant de facilité? « Je m'appelle Nicolas », se présenta-t-il sans tendre la main ni envahir son espace. « Je ne veux pas vous déranger. J'ai juste pensé que vous auriez peut-être besoin d'un mouchoir et, qui sait, de quelqu'un qui puisse simplement être présent sans poser de questions. » Sophie l'observa plus attentivement. Nicolas n'était pas le genre d'homme qui normalement attirerait son attention. Il ne portait pas de costume coûteux comme ses collègues de travail, ni n'avait cette posture étudiée des hommes avec qui elle sortait habituellement. Il était habillé simplement en jean et chemise bleu clair. Ses yeux, cependant, transmettaient une tranquillité qu'elle rencontrait rarement. « Sophie, » répondit-elle finalement, « et non, vous ne me dérangez pas. » À ce moment, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon de Paris, Sophie ne pouvait imaginer que cette rencontre fortuite changerait complètement le cours de sa vie. 3 jours s'écoulèrent depuis la rencontre au parc, et Sophie n'arrivait pas à sortir Nicolas de sa tête. La conversation qu'ils avaient eue ce soir-là avait été différente de tout ce qu'elle avait connu. Ils n'avaient pas parlé de carrière, de statut ou de réussite, des sujets qui dominaient ces rencontres avec d'autres hommes. Au lieu de cela, ils avaient à discuter de livres, de musique, de souvenirs d'enfance et de petits plaisirs quotidiens, comme l'arôme du café le matin ou le son de la pluie sur la fenêtre. Le plus surprenant était la façon dont Nicolas l'écoutait. Il n'entendait pas seulement ses mots, mais semblait vraiment les absorber, comme si chaque pensée qu'elle partageait était une pièce précieuse d'un puzzle qu'il était sincèrement intéressé à assembler. « Avez-vous un numéro ou un réseau social ?» avait-elle demandé quand la nuit commençait à tomber, se surprenant elle-même par cette initiative. Nicolas avait souri, sortant de sa poche une carte simple. « Je suis professeur d'architecture à la Sorbonne et j'ai un petit atelier à Montmartre. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, je préfère les conversations réelles. » Maintenant, assise à son bureau au cabinet avec la carte entre les doigts, Sophie hésitait. L'appeler semblait une décision monumentale, comme si elle était sur le point de franchir une ligne invisible qui séparait la femme que tous connaissaient de la personne qu'elle était réellement, ou pourrait être. « Sophie, j'ai besoin de ces documents de l'affaire Lambert pour l'audience de demain. » Camille interrompit ses pensées, entrant dans le bureau sans frapper. Ses yeux perspicaces remarquèrent immédiatement la carte. « Qu'est-ce que c'est? Tu as enfin rencontré quelqu'un qui a passé ton critère impossible? Ce sont juste les coordonnées d'un expert pour l'affaire Martin, » mentit Sophie, rangeant rapidement la carte dans son tiroir. « Les documents Lambert sont ici. » Elle tendit un dossier à sa collègue, qui le prit avec un sourire malicieux. « Bien sûr, un expert. » Camille fit des guillemets dans l'air. « Enfin, qui que ce soit, j'espère qu'il aura de la patience. Tu sais comme il est difficile de gérer ton inexpérience. » Quand Camille sortit, Sophie sentit son visage brûler de colère et de honte.
Elle prit son téléphone et dans une impulsion composa le numéro de Nicolas. 3 sonneries plus tard, elle entendit sa voix calme de l'autre côté de la ligne. « Allô? Nicolas? C'est Sophie du parc. » Les mots sortirent précipitamment, et elle regretta immédiatement le ton anxieux. « Sophie, » répondit-il, et elle put entendre le sourire dans sa voix. « J'attendais votre appel. »« Je... » hésita-t-elle, ne sachant pas exactement pourquoi elle avait appelé. « J'aimerais continuer notre conversation. Peut-être autour d'un café? J'adorerais. Que diriez-vous de cet après-midi? Je connais un endroit à Saint-Germain qui sert le meilleur café de la ville. » À 4 heures, cet après-midi-là, Sophie entra dans le petit café indiqué par Nicolas. L'ambiance était accueillante, avec des étagères de livres au mur et une musique douce en fond. Rien de cette prétention des lieux qu'elle fréquentait habituellement avec ses collègues de travail ou lors de rendez-vous arrangés par des amis bien intentionnés. Nicolas lui fit signe d'une table dans le coin, se levant pour l'accueillir. Il portait un pantalon de toile beige et une chemise blanche aux manches retroussées, révélant des avant-bras forts. Ses cheveux foncés et légèrement ondulés tombaient sur son front de manière décontractée. « Vous êtes venu, » sourit-il, tirant la chaise pour elle. « J'avais besoin d'une pause, » répondit Sophie, surprise par sa propre honnêteté. Le bureau était étouffant aujourd'hui. Les avocats vivent généralement sous pression constante, commenta Nicolas en faisant signe à la serveuse. Je me suis toujours demandé comment vous arriviez à garder votre santé mentale en traitant les problèmes des autres toute la journée. Sophie donna un sourire fatigué. Parfois, nous n'y arrivons pas. C'est comme porter un masque qui fusionne progressivement avec le visage, jusqu'à ce qu'on ne sache plus où finit le personnage professionnel et où commence la personne réelle. La serveuse s'approcha et Nicolas commanda 2 cafés et une sélection de macarons. Quand ils furent à nouveau seuls, il l'observa avec cette attention qui la déconcertait. « Et qui est la vraie personne, Sophie? Qui êtes-vous quand vous enlevez le masque ?» La question la prit au dépourvu. Personne ne lui demandait jamais qui était la femme derrière l'avocate accomplie. Ses parents s'inquiétaient toujours des apparences et des réussites, ses collègues des affaires et des clients, ses prétendants de l'image qu'elle projetait. « hésita-t-elle, se sentant vulnérable. « Je crois que j'ai perdu le contact avec cette personne depuis longtemps. » Nicolas ne répondit pas immédiatement. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient voir au-delà de la surface qu'elle présentait au monde. « Peut-être est-il temps de la retrouver, » suggéra-t-il doucement. Les cafés arrivèrent, apportant une pause bienvenue à la conversation qui commençait à remuer des émotions longtemps réprimées. Sophie observa Nicolas ajouter un morceau de sucre à sa boisson et la remuer lentement. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans ses mouvements, un calme qui contrastait avec l'agitation constante à laquelle elle était habituée. « Et vous ?» demanda-t-elle, essayant de détourner l'attention. « Le professeur d'architecture a-t-il du temps pour lui-même ou vit-il pour ses étudiants et ses projets ?» Nicolas sourit. « J'essaie de maintenir un équilibre. L'architecture m'a appris que les espaces vides sont aussi importants que ceux qui sont remplis. C'est pareil pour le temps. Nous avons besoin de moments de silence et de contemplation entre les activités. » « Ça semble un luxe inaccessible, » commenta Sophie, pensant à son propre agenda surchargé. « C'est un choix, » répondit simplement Nicolas. « Il y a 3 ans, je travaillais dans un grand cabinet d'architecture. Je courais toujours après les délais, je dormais peu et je pensais construire une carrière brillante. Puis mon père est tombé malade. » Sophie remarqua comment son expression changea subtilement en mentionnant son père. « Je suis retourné à Honfleur, ma ville natale, pour m'occuper de lui. Ce furent 6 mois de cohabitation intense qui ont changé ma perspective sur tout. C'était un homme simple, menuisier, qui trouvait de la joie dans les petites choses. Voir comment il affrontait la maladie avec sérénité m'a fait remettre en question toutes mes priorités. « Je suis désolé pour votre père, » dit Sophie avec sincérité. « Il va bien maintenant, » Nicolas sourit. Il s'est rétabli contre toutes les attentes médicales et continue à fabriquer ses pièces en bois. Mais je n'ai plus jamais été le même. J'ai démissionné du cabinet, j'ai commencé à enseigner et j'ai ouvert mon propre atelier où je travaille à mon rythme sur des projets auxquels je crois vraiment. » Sophie ressentit une pointe d'envie. Comment serait-ce de vivre ainsi, en faisant des choix basés sur des valeurs personnelles et non sur les attentes des autres? Ça a dû être effrayant de recommencer, commenta-t-elle. C'était libérateur, corrigea Nicolas, ses yeux brillants. J'ai découvert que beaucoup de mes peurs étaient illusoires. J'ai toujours pensé avoir besoin de reconnaissance externe pour me sentir accompli,
Mais la vraie satisfaction est venue quand j'ai commencé à suivre mon propre chemin. Tandis qu'ils conversaient, Sophie sentait quelque chose s'éveiller en elle, une curiosité, un désir d'explorer des parties d'elle-même qui avaient été réduites au silence pendant des années de conditionnement. Les heures passèrent inaperçues. Quand elle regarda sa montre, il était presque 8 heures du soir. « Je dois partir », dit-elle à regret. « J'ai une audience importante demain matin. » Nicolas acquiesça, demandant l'addition. « Puis-je vous accompagner jusqu'au taxi ?» Ils marchèrent côte à côte dans les rues du quartier. La soirée était douce, avec une légère brise qui agitait doucement les cheveux de Sophie. Dans une impulsion, elle demanda « Croyez-vous que deux personnes puissent se connecter véritablement au-delà des apparences et des conventions sociales ?» Nicolas s'arrêta de marcher, se tournant pour la regarder. « Non seulement j'y crois, mais j'ai déjà vécu cela. Et je pense que vous aussi commencez à sentir cette possibilité. » Il y avait une intensité dans son regard qui fit accélérer le cœur de Sophie. À ce moment, elle se sentit exposée, comme si toutes les couches de protection qu'elle avait construites au fil des ans étaient doucement retirées. « J'ai peur », admit-elle à voix basse, se surprenant elle-même par cet aveu. « De quoi ? De ne pas savoir qui je suis sans toutes ces défenses, de ne pas être suffisante. » Nicolas s'approcha, pas assez pour la toucher, mais suffisamment pour qu'elle sente la chaleur de sa présence. « Sophie, avez-vous déjà pensé que c'est peut-être exactement votre vraie essence, pas l'image que vous projetez, qui mérite d'être vue et aimée ?» Ces paroles touchèrent Sophie comme une révélation. Durant toute sa vie, elle s'était efforcée d'être parfaite aux yeux des autres, de correspondre à des attentes impossibles, de cacher toute vulnérabilité. Et si tout cela l'empêchait de vivre authentiquement? Un taxi s'approcha et Nicolas fit signe pour qu'il s'arrête. Avant d'ouvrir la porte pour elle, il dit « Je donne un atelier sur les espaces de contemplation samedi au Centre Pompidou. Si vous voulez venir, ce serait un plaisir de partager cela avec vous. » Sophie monta dans le taxi avec la sensation d'être au bord de quelque chose d'important, un point d'inflexion dans sa vie. Tandis que la voiture s'éloignait, elle vit Nicolas immobile sur le trottoir l'observant partir. Son cœur battait à un rythme différent, comme s'il s'éveillait d'un long sommeil. La rencontre avec Nicolas avait éveillé en Sophie des sentiments longtemps endormis. Pour la première fois depuis des années, elle se surprenait à rêver éveillée, se remémorant chaque parole échangée, chaque regard, chaque sourire. Il y avait quelque chose chez lui qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement son apparence physique, bien que Nicolas fût indéniablement attirant, mais surtout la manière dont il semblait la voir au-delà de la surface, comme s'il pouvait distinguer la femme qui existait derrière les couches de protection qu'elle avait construites au fil des ans. Le lendemain de l'audience, qui avait été un succès, Sophie décida de rendre visite à ses parents dans la maison où elle avait grandi, dans le 16e arrondissement. C'était un rituel mensuel qu'elle affrontait généralement avec un mélange de devoir et de résignation. Cette fois, cependant, elle se sentait étrangement agitée, comme si elle était sur le point de redécouvrir quelque chose d'important. La demeure des Moreau restait imposante comme toujours, avec son jardin méticuleusement entretenu et sa façade qui mélangeait des éléments classiques et modernes, une parfaite métaphore pour la famille qui l'habitait, prise entre tradition et apparence de modernité. « Ma fille !» Élise l'accueillit avec 2 baisers sur les joues, son parfum coûteux envahissant les narines de Sophie. « Nous étions impatients de ta visite. Ton père est dans la bibliothèque, comme toujours. » Sophie observa sa mère d'un œil neuf. À 58 ans, Élise restait élégante et soignée, mais il y avait quelque chose dans son regard que Sophie n'avait jamais remarqué auparavant, une sorte de mélancolie résignée, comme si elle aussi vivait prisonnière d'un rôle qui ne lui convenait plus. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-elle, la suivant dans le couloir orné de portraits de famille. « Bien sûr, ma chérie. Pourquoi cela n'irait-il pas ?» Élise répondit automatiquement, ajustant son collier de perles. « Ah, avant que j'oublie, j'ai rencontré Béatrice Duval au club. Son fils, ce médecin, est de nouveau célibataire. J'ai pensé que peut-être tu pourrais. »« Maman, » Sophie l'interrompit doucement, « tu n'as pas besoin de continuer à essayer de me trouver des prétendants. Je vais bien comme ça. » Élise s'arrêta de marcher, se tournant pour la regarder avec une expression qui mêlait surprise et inquiétude. « Mais Sophie, tu as déjà 29 ans. Le temps passe si vite, et avant que tu ne t'en rendes compte, j'aurai 30 ans puis 40 et éventuellement 50 ans, compléta Sophie avec un sourire serein. Et j'espère être heureuse à chacun de ces âges, indépendamment de mon état civil.
Quelque chose dans la fermeté de sa voix fit reculer Élise. Pendant un bref instant, mère et fille se regardèrent comme si elles se voyaient vraiment pour la première fois. Puis, le moment passa, et Élise reprit sa posture habituelle. « Allons, ton père t'attend. » Richard Moreau était la personnification du patriarche traditionnel, austère, respecté et habitué à avoir le dernier mot sur tous les sujets. Il accueillit sa fille avec une étreinte rapide avant de reporter son attention sur le journal. « Comment va le cabinet ? Marc m'a dit que tu as pris en charge l'affaire Dubois. C'est une grande responsabilité. » La conversation suivit son cours prévisible. Travail, affaires, politique et économie. Pas un mot sur les sentiments, les rêves ou les désirs personnels. C'était ainsi que cela avait toujours été dans la famille Moreau. La valeur d'une personne se mesurait à ses réussites externes, jamais à son parcours intérieur. Après le déjeuner, tandis que Richard faisait sa sieste habituelle et qu'Élise participait à une réunion caritative par visioconférence, Sophie monta au grenier de la maison. Elle avait toujours aimé cet espace, avec ses boîtes de souvenirs et ses vieux meubles. C'était le seul endroit de la demeure qui semblait avoir une histoire authentique, non polie pour impressionner les visiteurs. Elle ouvrit une des fenêtres, laissant entrer la lumière du soleil de l'après-midi. La poussière dansait dans les rayons dorés, tandis qu'elle marchait entre coffres et cartons. C'est alors qu'elle remarqua une petite commode en bois sombre, dont elle ne se souvenait pas avoir vu auparavant. Curieuse, elle tira le premier tiroir, n'y trouvant que quelques vieilles photographies. Dans le second, cependant, elle découvrit un cahier relié de cuir rouge usé. En l'ouvrant, elle reconnut immédiatement l'élégante calligraphie de sa mère. C'était un journal intime daté d'il y a 30 ans, quand Élise avait approximativement le même âge que Sophie maintenant. Elle savait qu'elle ne devrait pas lire quelque chose d'aussi personnel, mais quelque chose la poussait à tourner les pages jaunies par le temps. 15 mars 1995. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment vivante. J'ai rencontré Antoine au café de la librairie, loin des regards indiscrets. La façon dont il parle d'art, de sentiments, de rêves, c'est comme s'il pouvait voir à l'intérieur de mon âme. Richard est un homme bien, un mari respectable, mais avec Antoine, je me sens libre d'être qui je suis vraiment, sans peur de jugement ou d'attente. Sophie s'arrêta de lire, abasourdie. Sa mère, l'impeccable Élise Moreau, avait eu une relation extra-conjugale? La femme qui prêchait toujours sur la bienséance et les apparences, qu'il avait élevée pour être la jeune fille parfaite, gardait ce secret? Elle continua à feuilleter le journal, découvrant une Élise complètement différente de la mère qu'elle connaissait. Une femme passionnée par l'art, qui rêvait de voyager à travers le monde, qui remettait en question les conventions sociales et son propre mariage. 10 avril 1995. Antoine m'a demandé pourquoi je reste avec Richard. Je n'ai pas su répondre. Il est plus facile de maintenir les apparences que d'affronter la vérité. Je crains que, si je me permets d'être vraiment vulnérable, je découvrirai qu'il n'y a rien de valeur en moi, au-delà de l'image que je projette au monde. Les mains de Sophie tremblaient en tournant les pages. C'était comme regarder dans un miroir qui reflétait non seulement sa mère, mais elle-même. La même peur de la vulnérabilité, la même sensation de vivre une vie qui ne lui appartenait pas complètement. 2 mai 1995. J'ai découvert aujourd'hui que je suis enceinte. Richard est radieux. Je n'ai pas eu le courage de le dire à Antoine. Notre dernière rencontre remonte à 3 semaines. Il partira pour Paris dans quelques jours, ayant accepté cette bourse pour étudier la photographie. Peut-être est-ce mieux ainsi. Ce bébé mérite de grandir dans un foyer stable, avec des parents qui peuvent offrir de la sécurité. J'ai décidé de rompre avec Antoine demain. Cela fait mal d'imaginer une vie sans lui, sans nos conversations, sans la sensation d'être vraiment vu et aimé pour qui je suis réellement. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Sophie laissa tomber le journal sur le sol, sentant comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. La date, les circonstances, serait-ce possible? Elle reprit le cahier, cherchant frénétiquement d'autres entrées, mais les pages suivantes étaient vierges. C'était comme si Élise avait cessé d'écrire brusquement. Peut-être quand elle avait découvert sa grossesse, peut-être quand elle avait décidé de se consacrer entièrement à son rôle d'épouse de Richard Moreau. D'une main tremblante, Sophie rangea le journal dans son sac. Elle avait besoin de temps pour assimiler cette révélation, pour comprendre ce que cela signifiait pour sa propre identité. Si Richard n'était pas son père biologique, qui était-elle vraiment?
Elle descendit les escaliers comme une somnambule, l'esprit rempli de questions sans réponse. Dans le hall d'entrée, elle trouva sa mère qui avait terminé sa réunion. « Tu es pâle, ma fille. »« Quelque chose s'est passé ?» Élise demanda, remarquant son expression troublée. Sophie regarda cette femme qu'elle pensait si bien connaître et vit une étrangère. Il y avait tant de non-dits entre elles, tant de secrets, tant de couches de silence. « Je ne me sens pas bien, » répondit-elle d'une voix faible. « Je crois que je ferais mieux de rentrer chez moi. »« Mais tu viens à peine d'arriver. Ton père sera déçu s'il ne peut pas te dire au revoir. Dis-lui que je l'appellerai demain. » Sophie répondit, se dirigeant déjà vers la porte. Elle devait sortir d'ici, elle devait respirer. Dans le taxi qui la ramenait à son appartement, les mots du journal résonnaient dans son esprit. Sa mère avait affronté le même conflit qu'elle vivait maintenant, la tension entre authenticité et attente sociale, entre suivre son cœur et maintenir les apparences. Et apparemment, Élise avait choisi le chemin sûr, sacrifiant son propre bonheur dans le processus. Serait-ce aussi le destin de Sophie? Était-elle condamnée à répéter les schémas de sa mère, vivant une vie qui ne lui appartenait pas vraiment? Arrivée à son appartement, la première chose qu'elle fit fut de prendre la carte de Nicolas. L'atelier sur les espaces de contemplation aurait lieu le lendemain. C'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. Un lieu pour réfléchir, pour trouver une certaine clarté au milieu du tourbillon d'émotions qui la consumait. Cette nuit-là, Sophie ne parvint pas à dormir. Elle passa des heures à regarder le plafond, pensant à sa mère, à Antoine, l'homme qui pourrait être son père biologique, et à Nicolas, l'étranger qui, d'une certaine façon, semblait la comprendre mieux que quiconque qu'elle avait rencontré. À l'aube, elle prit une décision. Non seulement elle irait à l'atelier, mais elle commencerait aussi à chercher des réponses sur son passé. Il était temps de connaître sa véritable histoire, de découvrir qui était réellement Sophie Moreau, ou qui qu'elle puisse être. Le centre Pompidou était étonnamment calme pour un samedi matin. Sophie arriva tôt, anxieuse et encore perturbée par les découvertes de la veille. Le journal de sa mère avait éveillé des questions qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter. Qui était Antoine? Savait-il pour la grossesse? Et plus important encore, Richard Moreau, l'homme qui l'avait élevé comme sa fille, était-il conscient qu'il pourrait ne pas être son père biologique? Elle respira profondément, essayant d'écarter ces questions pour quelques heures. Aujourd'hui, elle voulait simplement être présente, absorber ce que Nicolas avait à partager sur les espaces de contemplation. Peut-être y trouverait-elle un peu de paix pour son esprit agité. L'atelier se déroulait dans l'une des salles les plus spacieuses du centre culturel, avec des fenêtres du sol au plafond qui permettaient l'entrée généreuse de la lumière naturelle. Des coussins colorés étaient disposés en cercle sur le sol et le doux arôme d'encens remplissait l'espace. Sophie hésita à l'entrée, se sentant déplacée dans son jean et son t-shirt basique, une tentative consciente de s'éloigner de l'image formelle qu'elle cultivait au travail. « Vous êtes venu ?» La voix de Nicolas la fit se retourner. Il souriait, les yeux brillants d'une joie authentique qui fit accélérer le cœur de Sophie. « Je suis heureux de vous voir ici. J'avoue que je suis un peu en dehors de ma zone de confort, admit Sophie. Je ne suis pas exactement le genre de personne qui fréquente des ateliers sur la contemplation. »« Et quel genre de personne serait-ce » Nicolas demanda avec curiosité. « Je ne sais pas. Des personnes plus spirituelles. »« Moins pragmatiques, répondit-elle, se rendant compte à quel point sa vision était remplie de préjugés. Nicolas rit doucement. « La contemplation n'est pas la prérogative des mystiques ou des artistes, Sophie. C'est un besoin humain fondamental, créer des espaces physiques et mentaux où nous pouvons simplement être, sans la pression constante de faire ou de produire. » Ces paroles résonnèrent profondément en elle. Quand était la dernière fois qu'elle s'était permis d'exister simplement, sans se soucier des délais, des attentes ou des apparences? L'atelier commença par une brève introduction de Nicolas sur l'importance des espaces de contemplation dans l'architecture et dans la vie. Sa voix était mélodieuse et assurée, révélant une passion authentique pour le sujet. Sophie l'observait fascinée, remarquant comme il se transformait en parlant de son travail. Il y avait une énergie vibrante qui émanait de lui, contaminant tous ceux qui l'entouraient. L'architecture ne consiste pas seulement à construire des murs et des toits, expliquait-il, mais à créer des environnements qui affectent notre expérience d'être au monde. Un espace bien conçu peut calmer l'esprit, nourrir l'âme et nous reconnecter avec notre essence. Après l'introduction théorique,
Nicolas conduisit le groupe dans un exercice pratique. Il demanda à tous de fermer les yeux et de visualiser un lieu où ils se sentaient complètement en paix, protégés et libres d'être authentiques. Sophie ferma les yeux, initialement sceptique. Mais à sa surprise, une image se forma avec clarté dans son esprit. La petite ferme de sa grand-mère maternelle en Normandie où elle avait passé quelques étés dans son enfance. Elle se rappela du ruisseau qui traversait la propriété, des arbres fruitiers, de la simplicité accueillante de la maison de pierre. C'était un lieu où les règles rigides de sa famille semblaient se dissoudre, où elle pouvait courir librement, se salir de terre et rire sans préoccupation. Maintenant, identifiez les éléments qui rendent cet espace spécial pour vous. La voix de Nicolas guidait doucement. Ce ne sont pas seulement les caractéristiques physiques, mais les sensations, les souvenirs, les émotions qu'il évoque. Pour Sophie, c'était la liberté, la sensation que, dans ce petit bout de terre en Normandie, elle pouvait être simplement une fille, pas l'héritière des Moreau, pas l'élève exemplaire, pas la fille parfaite, juste Sophie. Quand l'exercice se termina et que tous partagèrent leurs expériences, Nicolas s'approcha d'elle. « Vous sembliez être très loin d'ici », commenta-t-il. « J'étais en Normandie », répondit-elle avec un sourire nostalgique. « Dans la ferme de ma grand-mère. Un lieu spécial ? Le seul où je me sentais vraiment libre quand j'étais enfant. » Nicolas l'observa avec cette intensité qui la déconcertait, comme s'il pouvait voir au-delà de ses paroles. « Et où vous sentez-vous libre maintenant, Sophie ?» La question la prit au dépourvu. Où se sentait-elle libre? Dans son appartement parfaitement décoré. Au cabinet où chaque mot et geste était calculé? Dans les restaurants chers qu'elle fréquentait avec des amis qui connaissaient à peine sa véritable personnalité? Je ne sais pas, admit-elle finalement, la voix presque un murmure. Je crois que j'ai perdu cette sensation il y a longtemps. Nicolas acquiesça sans jugement. Peut-être est-il temps de la redécouvrir. Il fit une pause comme s'il considérait quelque chose d'important. J'organise un voyage avec quelques amis pour une retraite dans les Cévennes, dans le sud, la semaine prochaine. Un lieu de silence et de reconnexion. Aimeriez-vous venir avec nous? La proposition était absurde. Sophie le connaissait à peine. Elle avait l'affaire Dubois à mener, des réunions importantes programmées, une vie structurée à Paris. Et il y avait encore les révélations du journal de sa mère à assimiler. Comment pourrait-elle simplement partir pour une retraite dans les Cévennes? Je ne peux pas, répondit-elle automatiquement. J'ai des engagements, du travail, des responsabilités. Bien sûr, Nicolas sourit sans insister. C'était juste une invitation. Si vous changez d'avis, nous partons jeudi. Le reste de l'atelier se déroula normalement, mais l'esprit de Sophie était partagé entre ce qui se passait là et l'invitation de Nicolas. Une partie d'elle, l'avocate pragmatique, la fille obéissante des Moreau, rejetait l'idée comme une folie. Mais une autre partie, peut-être la petite fille qui courait librement dans la ferme en Normandie, se sentait inexplicablement attirée par cette possibilité. À la fin de la journée, quand tous étaient déjà partis et que Nicolas rangeait l'espace, Sophie resta, l'aidant à ramasser les coussins. « Nicolas » commença-t-elle avec hésitation. « Cette retraite, quel genre d'endroit est-ce » Il sourit, comme s'il s'attendait déjà à la question. « C'est une petite communauté fondée par Madame Joséphine, une dame cévenole qui combine sagesse traditionnelle et pratique de bien-être contemporaine. Ce n'est pas un lieu religieux, si c'est ce qui vous inquiète. C'est plutôt un espace pour ralentir, se reconnecter avec soi-même et avec la nature. Et qui d'autre y va? Quelques amis, un couple de professeurs de yoga, un musicien, une chef végétarienne, des personnes tranquilles, sans prétention. Le genre de gens qui savent écouter plus que parler. » Sophie se mordit la lèvre, encore indécise. « Je dois réfléchir. C'est une décision très impulsive pour quelqu'un comme moi. Parfois, les meilleures décisions sont celles qui ne passent pas par le filtre de la raison, » Nicolas répondit, touchant légèrement son bras. « Mais je comprends votre hésitation. Réfléchissez tranquillement. L'invitation reste ouverte. » Dans les jours qui suivirent, Sophie se sentit divisée comme jamais auparavant. Le journal de sa mère continuait à la hanter. Elle essaya plusieurs fois de confronter Élise, mais reculait toujours au dernier moment. Comment poser une question qui pourrait faire s'écrouler toute la structure familiale qu'elle connaissait? Au cabinet, elle se plongea dans le travail avec une intensité redoublée, comme si le dévouement professionnel pouvait éloigner les questionnements personnels. Mais dans les nuits solitaires dans son appartement, l'idée de la retraite dans les Cévennes revenait occuper ses pensées.
Le mercredi soir, veille du départ de Nicolas, Sophie était dans son bureau au cabinet, révisant des documents de l'affaire Dubois, quand Camille entra sans frapper, comme d'habitude. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle, jetant un magazine sur son bureau. C'était une publication d'architecture, ouverte sur un article concernant Nicolas Laurent. « Ton expert est assez célèbre dans le milieu. » Sophie prit le magazine, surprise. L'article mettait en avant le travail de Nicolas dans des projets d'architecture durable et d'espace contemplatif, mentionnant des prix internationaux et des éloges de critiques renommés. « Comment as-tu » commença-t-elle à demander. « Je vous ai vus ensemble au café de Saint-Germain. » Camille répondit avec un sourire malicieux. « J'étais curieuse de savoir qui avait finalement capté l'attention de l'intouchable Sophie Moreau. J'ai fait une petite recherche. Il y avait quelque chose dans l'expression de Camille qui irrita profondément Sophie, cette même supériorité condescendante, cette insinuation qu'il y avait quelque chose d'anormal chez elle parce qu'elle ne correspondait pas aux standards établis. « Merci pour l'information, Camille, » répondit-elle sèchement, rangeant le magazine dans son tiroir. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai besoin de terminer cette révision. » Quand sa collègue sortit, Sophie resta immobile, fixant la porte fermée. Une colère inédite grandissait en elle, pas seulement contre Camille, mais contre tout et tous ceux qui avaient toujours essayé de la façonner, de la juger, de l'enfermer dans un moule qui n'avait jamais été le sien. Elle prit le téléphone et, avant de pouvoir changer d'avis, composa le numéro de Nicolas. « Allô ?» Sa voix résonna ensommeillée de l'autre côté de la ligne. « L'invitation pour la retraite tient-elle toujours ?» demanda-t-elle directement, sans se soucier des formalités. Il y eut un moment de silence. « Oui, bien sûr, » Nicolas répondit, la surprise évidente dans sa voix. « À quelle heure partons-nous demain ?» Nicolas sourit, Sophie pouvait le sentir même à travers le téléphone. « À 7 heures du matin, à la gare de Lyon, nous prenons le train jusqu'à Montpellier et de là, une navette pour les Cévennes. »« J'y serai, » Sophie répondit, ressentant un mélange de peur et d'excitation qu'elle n'avait pas éprouvé depuis l'enfance. « Et Nicolas, merci pour l'invitation. »« C'est moi qui vous remercie de l'accepter, » répondit-il doucement. « Bonne nuit, Sophie. »« Bonne nuit. » En raccrochant, une sensation de légèreté l'envahit. Pour la première fois depuis des années, elle faisait quelque chose de complètement inattendu, quelque chose qu'elle n'avait pas méticuleusement planifié, quelque chose qui l'effrayait et l'excitait en égale mesure. Ce même soir, elle envoya un email à Marc Dupont demandant une semaine de congé pour raisons personnelles, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 7 ans de cabinet. Ensuite, elle appela sa mère, l'informant simplement qu'elle ferait un voyage et qu'elle parlerait à son retour. Les questions sur le journal et Antoine devraient attendre. Tandis qu'elle préparait un sac à dos simple pour le voyage, Sophie se surprit à sourire à son propre reflet dans le miroir. La femme qui lui rendait son regard semblait différente. Il y avait une lumière dans ses yeux, une rougeur sur ses joues qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Qui es-tu » murmura-t-elle à l'image dans le miroir. Et pour la première fois, elle se sentait sincèrement curieuse de découvrir la réponse. Le voyage vers le sud de la France fut une expérience transformatrice en soi. Dans le train, Sophie rencontra les amis de Nicolas, des personnes décontractées et authentiques qui l'accueillirent sans jugement ni attente. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas besoin d'être maître Sophie Moreau, l'avocate impeccable de Dupont et Associés. Elle pouvait être simplement Sophie, une femme en quête de quelque chose qu'elle-même ne savait pas définir. Les Cévennes se révélèrent être un paradis de beauté naturelle qui coupèrent le souffle de Sophie. Montagnes imposantes, cascades cristallines, grottes mystérieuses et une végétation luxuriante composaient un paysage qui semblait sorti d'un rêve. Le ciel, d'un bleu intense pendant la journée, se transformait en un spectacle d'étoiles la nuit, différent de tout ce qu'elle avait vu à Paris. La retraite de Madame Joséphine se trouvait dans une vallée protégée par des montagnes, près du petit village de Saint-André de Valborgne. C'était un ensemble de chalets rustiques mais confortables, construits avec des matériaux locaux et harmonieusement intégrés à la nature. Une rivière aux eaux claires traversait la propriété et des jardins abondants fournissaient une grande partie des aliments consommés là-bas. Bienvenue à la Maison de l'Âme. Madame Joséphine les accueillit à l'entrée principale. C'était une femme de petite taille, autour de 65 ans, avec des cheveux gris soigneusement tressés et des yeux qui semblaient contenir toute la sagesse du monde. Elle s'habillait simplement, avec une tunique colorée qui contrastait magnifiquement avec sa peau hâlée.
Sophie se sentit immédiatement attirée par sa présence. Il y avait quelque chose dans la manière dont Madame Joséphine se déplaçait et parlait qui transmettait une sérénité contagieuse, une acceptation totale d'elle-même que Sophie n'avait jamais observée chez personne. « Vous devez être Sophie », Madame Joséphine dit, tenant ses mains avec une force surprenante. « Nicolas m'a parlé de vous. Vos yeux portent beaucoup de questions. » Déconcertée par cette observation perspicace, Sophie se contenta d'acquiescer. Comment cette femme, qu'elle venait de rencontrer, pouvait-elle voir si clairement ce qu'elle-même essayait de cacher? « Les réponses viendront », Madame Joséphine continua avec un sourire bienveillant. « Pas dans les paroles des autres, mais dans le silence de votre propre cœur. » Les journées à la retraite suivaient un rythme différent de tout ce que Sophie connaissait. Les matinées commençaient par une méditation au lever du soleil, suivie d'un petit déjeuner communautaire avec des fruits frais, des pains maison et des confitures préparées par Madame Joséphine elle-même. Les après-midi étaient consacrés à diverses activités, promenades dans la nature, ateliers d'artisanat local, cercles de discussion sur divers sujets, toujours menés avec la sagesse caractéristique de l'hôtesse. Le troisième jour, lors d'une promenade solitaire au bord de la rivière, Sophie rencontra Madame Joséphine assise sur une pierre plate, les mains plongées dans l'eau cristalline. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Bien sûr, ma fille. Je vous attendais. » Sophie s'assit à côté de la femme plus âgée, laissant ses pieds nus toucher l'eau fraîche. Le contact avec l'élément naturel envoya un frisson agréable le long de sa colonne vertébrale. « Comment saviez-vous que je viendrais ?» demanda-t-elle, curieuse. Madame Joséphine sourit. « Vos questions font tant de bruit que je les entends même quand vous êtes silencieuse. » Il y eut une pause remplie seulement par le son de l'eau courante et des oiseaux chantant dans les arbres proches. Sophie ressentit une étrange sensation de confort en présence de cette femme, comme si elle était avec une vieille amie ou avec la grand-mère qu'elle avait perdue enfant. « J'ai trouvé un journal intime de ma mère, » confessa-t-elle finalement. « J'ai découvert que l'homme qui m'a élevée n'est peut-être pas mon père biologique. » Madame Joséphine acquiesça sans montrer de surprise. « Et cela a-t-il changé qui vous êtes ?» La question, apparemment simple, frappa Sophie avec une force inattendue. Qui était-elle? Toute sa vie avait été construite autour des attentes des autres, des parents, des professeurs, des collègues, de la société. Même son dévouement presque obsessionnel au travail était en partie une tentative de prouver sa valeur, de justifier son existence par des réussites externes. « Je ne sais pas qui je suis », admit-elle à voix basse, sentant des larmes inattendues surgir dans ses yeux. « Je ne l'ai jamais su. »« Ah, ma fille », Madame Joséphine dit doucement, entourant les épaules de Sophie d'un bras, « personne ne naît en le sachant. Se découvrir est un voyage, pas une destination. Mais à 29 ans, je devrais avoir une idée, non? L'âge n'est qu'un chiffre, pas un indicateur de connaissance de soi. » Madame Joséphine sortit un petit miroir de son sac et le tendit à Sophie. « Regardez votre reflet et dites-moi ce que vous voyez. » Sophie obéit, fixant sa propre image. Elle vit les yeux bruns hérités de sa mère, le nez délicat, les lèvres bien dessinées, des traits familiers qui, d'une certaine façon, semblaient appartenir à une étrangère. « Je vois une femme que je ne connais pas, » répondit-elle honnêtement. « Exactement. » Madame Joséphine sourit, reprenant le miroir. « Parce que vous vous êtes toujours regardé à travers les yeux des autres. Il est temps d'apprendre à vous voir, à travers vos propres yeux. » Les paroles de Madame Joséphine restèrent avec Sophie tout au long de la journée. Durant la méditation nocturne, quand tous se réunissaient en cercle autour d'un feu, elle observa Nicolas de l'autre côté des flammes. Son visage serein, illuminé par le feu, transmettait une paix qu'elle enviait. Comment serait-ce de vivre ainsi, en harmonie avec soi-même? Dans les jours qui suivirent, Sophie participa intensément à toutes les activités de la retraite. À l'atelier de céramique, elle fut surprise par la satisfaction qu'elle ressentit en modelant l'argile de ses propres mains, créant des formes imparfaites mais authentiques. Au cours de danses traditionnelles, elle se permit de bouger librement, sans la rigidité auto-imposée qui l'accompagnait toujours. Dans les cercles de discussion, elle commença à partager des pensées et des sentiments qu'elle n'avait jamais exprimés auparavant. Par un matin particulièrement chaud, Madame Joséphine invita les femmes de la retraite à un rituel spécial près de la cascade voisine. C'était un lieu d'une beauté sublime, des eaux qui tombèrent d'une hauteur de 20 mètres, formant un bassin naturel entouré de rochers et de végétation luxuriante. « Ceci est un espace sacré féminin », expliqua Madame Joséphine.
Ici, nos ancêtres venaient se purifier, renouveler leurs énergies et célébrer leur corps comme temple de vie et de plaisir. Les femmes furent invitées à entrer dans l'eau en portant seulement des maillots de bain simples. Pour Sophie, qui avait toujours été extrêmement réservée avec son corps, l'invitation représentait un défi. Mais quelque chose en elle, peut-être la même voix qui l'avait poussée à accepter l'invitation à la retraite, l'encourageait à participer. Sous le regard bienveillant de Madame Joséphine et des autres femmes, Sophie se déshabilla et entra dans l'eau fraîche de la cascade. Le contact du corps avec l'élément naturel provoqua une sensation indescriptible, comme si chaque goutte lavait non seulement sa peau, mais aussi des années de jugement, d'insécurité et d'autocritique. « Fermez les yeux et sentez l'eau », instruisit Madame Joséphine. Elle ne juge pas, ne rejette pas, n'exige pas. Elle accueille seulement, nourrit et transforme. Sophie ferma les yeux, se permettant d'être complètement enveloppée par la cascade. Les eaux tombaient sur ses épaules, glissaient sur son corps, massaient sa peau. C'était comme un baptême, un renouveau. Pour la première fois, elle sentit son corps non comme un objet à contrôler, cacher ou exhiber selon les attentes des autres, mais comme partie intégrante de son être, digne de respect et de plaisir. Ce soir-là, dans son chalet, Sophie écrivit longuement dans un carnet qu'elle avait acheté à la petite boutique de la retraite. Les mots coulèrent de son stylo avec une liberté qu'elle ne connaissait pas. Réflexion, souvenir, peur, désir. C'était comme si une porte avait été ouverte, libérant des émotions longtemps réprimées. Un léger coup à la porte l'interrompit. C'était Nicolas tenant 2 tasses de tisane. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être de la compagnie », dit-il, souriant timidement. « Mais je peux revenir plus tard si vous préférez rester seul. »« Non, s'il vous plaît, entrez, » Sophie répondit, fermant le carnet. « Une tisane serait parfaite. » Nicolas entra, posant les tasses sur la petite table en bois. Le chalet était simple, avec un lit couvert d'une courte pointe colorée, un bureau rustique et quelques coussins sur le sol. Une seule lampe à pétrole illuminait l'espace d'une lumière dorée. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il s'asseyant sur l'un des coussins. « Transformé. » Sophie répondit honnêtement. « C'est comme si je me réveillais d'un long sommeil. » Nicolas sourit, ses yeux brillants d'une satisfaction authentique. Madame Joséphine a cet effet sur les gens. Elle voit au-delà des masques que nous portons. « Comment vous êtes-vous rencontrés » Sophie demanda, curieuse de la relation entre l'architecte urbain et la sage-femme de l'intérieur des Cévennes. « C'était pendant un projet d'architecture durable que j'ai développé ici, dans les Cévennes, il y a environ 5 ans. Madame Joséphine était consultante locale, connaissant les traditions de construction de la région. » Nicolas fit une pause, prenant une gorgée de tisane. « J'ai fini par rester 3 mois, bien au-delà de ce qui était prévu. Elle m'a plus appris sur les espaces et leurs énergies que n'importe quel professeur à l'université. Elle est vraiment extraordinaire, » acquiesça Sophie. « J'ai l'impression qu'elle peut voir à travers moi. »« C'est parce qu'elle est complètement présente, » expliqua Nicolas. « La plupart d'entre nous passons notre vie distrait, pensant au passé ou au futur, jugeant ou étant jugés. Madame Joséphine vit dans l'instant présent, et cela lui permet de voir les gens tels qu'ils sont réellement. » Ils restèrent de silencieux quelques instants, savourant la tisane et la présence l'un de l'autre. Il y avait une intimité confortable entre eux, quelque chose que Sophie n'avait jamais expérimenté auparavant avec un homme. Ce n'était pas une tension sexuelle, bien que l'attraction existât, mais une connexion plus profonde, comme si leurs âmes se reconnaissaient. « Demain est notre dernier jour ici, » Nicolas commenta finalement. « Il y a un rituel de clôture au coucher du soleil. »« Déjà ?» Sophie fut surprise de la rapidité avec laquelle le temps était passé. « Je ne suis pas prête à rentrer. » Nicolas la regarda intensément. « À Paris ou à votre ancienne vie ?»« Les deux, je crois, » admit Sophie. « J'ai l'impression de commencer seulement à me découvrir. Comment puis-je retourner à une vie construite par une autre version de moi ? Peut-être n'avez-vous pas besoin que ce soit exactement la même vie, » Nicolas suggéra doucement. « Peut-être pouvez-vous emporter un peu des Cévennes à Paris, un peu de Madame Joséphine au cabinet Dupont, un peu de la Sophie que vous avez trouvée ici vers la Sophie qui vivait là-bas. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en elle. Serait-il possible d'intégrer ces différentes parties d'elle-même, d'apporter à sa vie quotidienne l'authenticité et la paix qu'elle avait expérimentées dans la retraite ? « J'ai peur, » confessa-t-elle à voix basse, « peur de perdre ce que j'ai trouvé ici, d'être engloutie à nouveau par les attentes, par les conventions. » Nicolas s'approcha, tenant ses mains avec douceur. «
La peur était naturelle, Sophie. Elle fait partie du voyage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Leur visage était proche maintenant, si proche que Sophie pouvait sentir la respiration de Nicolas sur sa peau. Dans ses yeux, elle vit non seulement du désir, mais quelque chose de plus profond. Une reconnaissance, une acceptation totale de qui elle était. « Nicolas, je n'ai jamais… » commença-t-elle à dire, sentant son visage brûler de honte. « Je sais, » répondit-il doucement, « et ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'urgence, pas d'attente. Juste deux êtres humains se connectant dans le moment présent. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent finalement, Sophie eut l'impression que quelque chose en elle trouvait enfin sa place. Ce n'était pas seulement un baiser, c'était une retrouvaille, une reconnaissance, un éveil. Le rituel de clôture de la retraite fut une expérience que Sophie garderait à jamais dans sa mémoire. Au coucher du soleil, tous les participants se réunirent en cercle dans la clairière principale où un grand feu avait été préparé. Madame Joséphine, vêtue d'une tunique blanche avec des détails en bleu, conduisait la cérémonie avec une présence qui mêlait autorité et bienveillance. Chacun d'entre vous est arrivé ici en portant des histoires, des peurs, des attentes, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence respectueux qui s'était installé. Maintenant, c'est le moment de décider ce que vous voulez emporter avec vous et ce que vous préférez laisser derrière. De petits morceaux de papier et des stylos furent distribués. Madame Joséphine demanda d'écrire d'un côté du papier quelque chose qu'il souhaitait libérer, une peur, une croyance limitante, un ressentiment, et de l'autre, quelque chose qu'ils voulaient cultiver dans leur vie à partir de maintenant. Sophie tint le papier, sentant son poids symbolique. Après quelques moments de réflexion, elle écrivit d'un côté « la peur d'être vulnérable », de l'autre « authenticité ». Un par un, les participants s'approchèrent du feu, partageant ou non ce qu'ils avaient écrit, selon leur confort, et jetant leur papier dans les flammes. Quand vint son tour, Sophie se leva, sentant le regard attentif de Nicolas sur elle. « Je laisse derrière moi la peur d'être vulnérable », dit-elle d'une voix ferme, se surprenant elle-même par la décision de partager. « Durant toute ma vie, j'ai construit des murs autour de moi, croyant qu'ils me protégeraient de la douleur, du jugement, du rejet. Mais j'ai découvert que ces mêmes murs m'ont empêché de vivre pleinement, de me connecter véritablement, d'aimer et d'être aimé pour ce que je suis réellement. » Elle fit une pause, observant les visages attentifs qui l'entouraient. Il n'y avait pas de jugement là, seulement de la compréhension et du soutien. À partir de maintenant, je choisis l'authenticité. Je choisis d'être vrai avec moi-même et avec les autres, même quand cela me fera sentir exposé, même quand ce sera difficile. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nicolas. Je choisis de croire que ma vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le chemin vers des connexions authentiques. Elle jeta le papier dans le feu, observant comment il était consumé par les flammes. Une sensation de légèreté l'envahit, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. Quand tous eurent complété le rituel, Madame Joséphine les invita à former un cercle en se tenant la main autour du feu. Des musiciens locaux commencèrent à jouer des instruments de percussion, créant un rythme entraînant qui semblait pulser en synchronie avec les cœurs présents. « Dansez !» invita Madame Joséphine. « Célébrez vos corps, célébrez vos âmes, célébrez la vie qui pulse en vous. » D'abord hésitante, Sophie se retrouva bientôt emportée par la musique. Elle ferma les yeux et permit à son corps de bouger librement, sans les inhibitions habituelles. La sensation était indescriptible, une joie pure, primordiale, qui émergeait d'un lieu profond en elle. À un moment donné, elle sentit la présence de Nicolas proche. Elle ouvrit les yeux et le trouva dansant à ses côtés, un sourire radieux illuminant son visage. Sans parole, il tendit la main vers elle, une invitation silencieuse que Sophie accepta sans hésitation. Ils dansèrent ensemble sous les étoiles des Cévennes, leur corps trouvant un rythme commun, un langage sans mots. Il y avait une intimité dans cette danse qui transcendait le physique. C'était comme si leurs âmes se reconnaissaient, se célébrant mutuellement. Quand la musique diminua finalement et que le feu se transforma en braise, les participants commencèrent à se disperser, échangeant des embrassades et des paroles de gratitude. Sophie chercha Madame Joséphine, ressentant un besoin urgent de la remercier pour la transformation qu'elle avait vécue. Elle trouva la sage-femme assise sur un banc en bois, observant les dernières flammes du feu avec une expression sereine. « Madame Joséphine, commença-t-elle s'asseyant à côté d'elle,
Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que ces jours ont signifié pour moi. La femme plus âgée sourit, prenant les mains de Sophie entre les siennes. Les mots ne sont pas toujours nécessaires, ma fille. Je peux voir le changement dans vos yeux. Je peux sentir le changement dans votre énergie. C'est comme si vous permettiez enfin à votre lumière de briller. C'est exactement ce que je ressens, acquiesça Sophie, émue, comme si j'avais passé toute ma vie cachée dans l'ombre et que maintenant, finalement, je marchais dans la lumière du soleil. Souvenez-vous cependant que le voyage ne fait que commencer, avertit doucement Madame Joséphine. Les vieilles habitudes, les vieilles croyances tenteront de vous ramener en arrière. Le monde extérieur ne comprendra pas toujours ou ne soutiendra pas votre transformation. J'ai peur de cela, admit Sophie. Peur de retourner à Paris et de perdre tout ce que j'ai trouvé ici. Ce que vous avez trouvé n'est pas dans ce lieu, Sophie, répondit Madame Joséphine, touchant légèrement la poitrine de la jeune femme. C'est ici, à l'intérieur de vous. Ça a toujours été là. Vous l'aviez simplement oublié comme tant d'entre nous l'oublions. Ces paroles touchèrent Sophie profondément. C'était vrai. La paix, l'authenticité, la connexion qu'elle avait expérimentée dans la retraite n'étaient pas des dons externes, mais des redécouvertes internes. Comment faire pour maintenir cette connexion au milieu du chaos de la ville, des pressions du travail, des attentes de la famille? Demanda-t-elle, cherchant une orientation concrète. Créer des rituels personnels, suggéra Madame Joséphine. Des moments sacrés dans votre journée, même bref, pour vous reconnecter avec vous-même. Cela peut être une méditation le matin, un bain aux herbes le soir, une promenade attentive dans un parc. L'important est l'intention, la présence pleine dans ces moments. Elle fit une pause, regardant profondément dans les yeux de Sophie. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Restez proche de ceux qui voient et honorent votre vraie essence, pas seulement l'image que vous projetez. Le regard de Madame Joséphine se détourna vers un point derrière Sophie. Elle se retourna et vit Nicolas qui s'approchait portant une petite lanterne qui éclairait son chemin dans l'obscurité grandissante. « Je crois qu'il est temps de vous laisser seul, » dit Madame Joséphine se levant avec un sourire énigmatique. « Souvenez-vous, ma fille, la vraie intimité commence quand nous permettons à l'autre de voir non seulement notre corps, mais notre âme. » Sur ces mots, elle s'éloigna silencieusement, laissant Sophie avec une sensation d'avoir reçu une bénédiction implicite. « J'interromps quelque chose ?» demanda Nicolas, s'asseyant à côté d'elle. « Non, » Sophie sourit. Madame Joséphine semble avoir un timing parfait pour tout. Ils restèrent silencieux quelques instants, observant les dernières braises du feu. La nuit était exceptionnellement étoilée, la Voie lactée clairement visible dans le ciel sans pollution lumineuse. « Que se passe-t-il maintenant ?» Sophie demanda finalement, se tournant pour regarder Nicolas. « Demain, nous retournons à Paris et ensuite nous continuons, » compléta-t-il doucement. « Ce n'a pas besoin d'être une fin, Sophie. Cela peut être simplement le début. » Il y avait une question implicite dans ces paroles, une vulnérabilité qui toucha Sophie profondément. Cet homme qui semblait si sûr et centré avait aussi ses insécurités, ses peurs. « J'aimerais cela, » répondit-elle avec sincérité. « Mais j'ai tant de choses à résoudre, tant de questions en suspens. Le journal de ma mère, mes propres doutes sur qui je suis. Je ne demande pas de réponse définitive, » clarifia Nicolas, prenant sa main. « Juste une porte ouverte, une possibilité. Nous pouvons découvrir ensemble, un pas à la fois. » Quelque chose dans sa façon de parler, sans pression, sans attente, juste avec une honnêteté tranquille, fit se sentir Sophie complètement en sécurité. « La porte est ouverte, » répondit-elle, serrant sa main. Nicolas sourit, ce sourire qui illuminait ses yeux et faisait fondre quelque chose à l'intérieur de Sophie. « J'ai une surprise pour vous, » dit-il. « Quelque chose pour notre dernière nuit ici. » Curieuse, elle le suivit par un chemin éclairé par de petites lanternes jusqu'à ce qu'ils arrivent à une clairière isolée. Là, Nicolas avait préparé un petit espace de contemplation, des coussins disposés sur une natte, des bougies dans des bougeoirs rustiques, une petite table basse avec des fruits, du pain et du vin. « Nicolas !» Sophie murmura, émue par ce geste. « C'est magnifique. Je voulais créer un espace pour nous, » expliqua-t-il. « Un lieu où nous pourrions simplement être sans attente, sans passé ni futur, juste le moment présent. » Ils s'assirent sur les coussins, se servant du vin dans des coupes simples en céramique locale. La lumière des bougies créait des ombres dansantes sur leurs visages, intensifiant la sensation d'intimité. « Un toast !» proposa Nicolas, levant sa coupe. « Aux portes ouvertes et au nouveau commencement. »« Aux portes ouvertes !»
Sophie répéta, touchant sa coupe à la sienne. Ils conversèrent pendant des heures, partageant des histoires, des rêves, des peurs. Sophie raconta le journal de sa mère, la possibilité que Richard ne soit pas son père biologique, comment cette découverte avait ébranlé sa notion déjà fragile d'identité. Nicolas écouta attentivement, sans offrir de solution facile ou de conseils précipités. Au lieu de cela, il posa des questions qui l'aidèrent à explorer ses propres sentiments, à voir de nouvelles perspectives. Peut-être que cette découverte, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une opportunité, suggéra-t-il. Une chance de redéfinir qui vous êtes au-delà des attentes de la famille Moreau, de construire votre propre identité, basée sur des choix conscients, non sur des rôles hérités. Ces paroles résonnèrent profondément en Sophie. C'était exactement ce que la retraite avait commencé à éveiller en elle, la perception qu'elle pouvait choisir, qui elle voulait être, que son identité n'était pas gravée dans la pierre, mais quelque chose de fluide, en constante évolution. La nuit avançait, et la connexion entre eux s'approfondissait. À un moment donné, Nicolas sortit d'un petit sac un collier artisanal, une pierre bleue polie, suspendue à un cordon de cuir tressé. « Je veux que vous emportiez ceci, dit-il, offrant le collier à Sophie. C'est de l'aigle marine, trouvé ici dans les Cévennes. On dit qu'elle aide à exprimer des vérités réprimées, à communiquer ce qui est dans le cœur. C'est magnifique, Sophie murmura, touchant doucement la pierre. Puis-je ? Nicolas demanda, indiquant qu'il voulait mettre le collier sur elle. Sophie acquiesça, se tournant et soulevant ses cheveux. Elle sentit les doigts de Nicolas effleurer légèrement sa nuque, tandis qu'il fermait le collier, un toucher doux qui envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. Quand elle se retourna pour le remercier, leurs visages étaient très proches. L'atmosphère entre eux changea subtilement. La connexion émotionnelle qu'ils avaient construite se manifestait maintenant aussi comme une attraction physique indéniable. « Sophie », Nicolas murmura, son regard intense rencontrant le sien. « Puis-je vous embrasser ?» La demande, si simple et en même temps si profondément respectueuse, toucha Sophie comme aucun geste grandiose n'aurait pu le faire. Cet homme, qui la voyait dans sa totalité, demandait la permission de s'approcher, reconnaissant son autonomie, son droit de choisir. « Oui », répondit-elle dans un murmure, se penchant vers lui. Le baiser fut d'abord doux, presque révérencieux, comme si Nicolas honorait la confiance qu'elle plaçait en lui. Lentement, il se transforma en quelque chose de plus profond, plus urgent, mais toujours en maintenant une qualité de présence consciente que Sophie n'avait jamais expérimentée auparavant. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respiraient intensément. Le désir était palpable entre eux, mais il y avait aussi un respect mutuel, une compréhension tacite qu'il n'y avait pas d'urgence, que ce qu'ils construisaient était trop précieux pour être précipité. « Il est tard », Nicolas commenta finalement, caressant le visage de Sophie avec tendresse. « Nous devrions rentrer. Demain sera une longue journée de voyage. » Une partie de Sophie voulait protester, voulait plus, voulait se donner complètement à cet homme qui la voyait et la respectait comme personne auparavant. Mais une autre partie, celle qui apprenait à honorer son propre rythme, ses propres besoins, savait qu'il avait raison. Ce qui existait entre eux méritait du temps pour s'épanouir pleinement. Le retour à Paris fut comme se réveiller d'un rêve pour plonger à nouveau dans la réalité. Les couleurs vibrantes des Cévennes cédèrent la place au gris de la métropole. Le silence contemplatif des matins fut remplacé par la cacophonie urbaine. Le rythme organique et intuitif des jours à la retraite laissa place à la tyrannie des engagements et des délais. Sophie sentit l'impact dès qu'elle mit les pieds dans son appartement. L'espace, qu'elle considérait auparavant comme accueillant et élégant, lui semblait maintenant froid et impersonnel. Une vitrine parfaitement décorée, pas un foyer. Des objets coûteux et soigneusement sélectionnés occupaient chaque surface, mais il manquait d'âme, il manquait de vie. « Ce n'est qu'un lieu », se dit-elle, se rappelant les paroles de Madame Joséphine. « Je peux le transformer tout comme je me transforme moi-même. » Dans les jours qui suivirent, de petits changements commencèrent à se produire. Sophie apporta des plantes dans l'appartement. Des fougères, des spathiphyllums, des orchidées qui ajoutèrent de la couleur et de la vie à l'environnement. Elle accrocha la céramique qu'elle avait faite pendant la retraite à un endroit bien visible dans le salon. Elle remplaça les draps en coton égyptien par d'autres en coton brut, moins sophistiqués mais plus chaleureux. Elle commença à se lever plus tôt pour méditer avant le travail, créant un petit autel avec des pierres, des coquillages
et des bougies dans un coin de sa chambre. Au cabinet, les changements furent plus subtils mais tout aussi significatifs. Sophie continuait d'être la professionnelle compétente de toujours, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Elle ne se laissait plus affecter par les commentaires malveillants de Camille. Elle commença à défendre ses opinions avec plus de fermeté lors des réunions, sans le besoin constant d'approbation qui la caractérisait auparavant. Elle commença à sélectionner ses dossiers avec plus de discernement, privilégiant ceux auxquels elle croyait vraiment, même s'ils étaient moins prestigieux ou lucratifs. Marc Dupont remarqua le changement. « Vous semblez différente, Sophie », commenta-t-il après une réunion particulièrement réussie avec un nouveau client. « Plus présente, d'une certaine façon. »« Merci », répondit-elle simplement. « Je crois que j'ai finalement compris qu'être une bonne avocate ne signifie pas cesser d'être humaine. » Sa relation avec Nicolas évoluait à son propre rythme, organique. Ils se voyaient quelques fois par semaine, pour des dîners simples, des promenades dans les parcs, des expositions d'art. Chaque rencontre approfondissait la connexion entre eux, une intimité qui grandissait naturellement, sans pression ni attente. Cependant, une question restait sans résolution, le journal de sa mère et la possibilité que Richard ne soit pas son père biologique. Sophie savait qu'elle devait affronter cette vérité, mais elle trouvait des raisons pour reporter la conversation difficile avec ses parents. Ce fut Nicolas qui finalement l'encouragea. « Ce doute te consume, Sophie. Quelle que soit la réponse, savoir la vérité te permettra d'avancer. » Il avait raison, bien sûr. Après 3 semaines de son retour des Cévennes, Sophie rassembla enfin le courage de rendre visite à ses parents dans le but spécifique de les confronter au sujet du journal. C'était un dimanche ensoleillé quand elle arriva à la demeure des Moreau. Elle trouva ses parents dans le jardin arrière, Élise arrangeant des compositions florales, tandis que Richard lisait le journal dominical. « Quelle agréable surprise, ma fille !» s'exclama Élise se levant pour l'embrasser. « Nous ne t'attendions pas aujourd'hui. »« Nous devons parler, » Sophie répondit, son ton sérieux faisant vaciller le sourire de sa mère. Ils s'assirent à la table du jardin, sous l'ombre d'un vieux tilleul. Sophie respira profondément, touchant instinctivement le collier d'aigue marine que Nicolas lui avait offert. Il était devenu un talisman dans les moments difficiles. « J'ai trouvé ton journal au grenier, maman, » dit-elle finalement, observant attentivement la réaction d'Élise. Le journal de 1995. Le visage d'Élise pâlit visiblement. Ses yeux cherchèrent ceux de Richard, qui avait baissé le journal et observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Sophie, Élise commença, mais les mots semblèrent lui manquer. « J'ai besoin de connaître la vérité, » insista Sophie, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Richard est-il mon père biologique ?» Un silence pesant tomba sur le jardin. Le seul son était le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles du tilleul. Finalement, ce fut Richard qui répondit. « Non, je ne le suis pas, » dit-il avec un calme surprenant. « Mais je suis ton père dans tous les sens qui importent vraiment. » La confirmation, bien qu'attendue, frappa Sophie comme un coup physique. Une partie d'elle espérait encore que tout ne soit qu'un malentendu, que le journal ne soit que les divagations d'une jeune femme insatisfaite de son mariage. « Tu as toujours su ?» demanda-t-elle à Richard, sa voix presque un murmure. « Oui, » répondit-il, soutenant son regard. « Ta mère me l'a dit dès qu'elle a découvert sa grossesse. Nous avons eu de longues conversations, des décisions difficiles ont été prises, mais jamais, pas un seul instant, je n'ai cessé de te considérer comme ma fille. » Sophie se tourna vers Élise, qui pleurait silencieusement. « Et Antoine? Qui est-il? C'est-il à mon sujet ?» Antoine Bernard était un photographe, un esprit libre. Élise répondit, essuyant ses larmes. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition d'art. Il m'a montré un monde différent, une version de moi-même que je ne savais pas exister. » Elle fit une pause comme si elle revivait ces moments. « Non, il n'a jamais su pour la grossesse. Il est parti pour Paris avant que je ne le découvre moi-même. J'ai fait un choix, Sophie. J'ai choisi la sécurité, la stabilité que Richard offrait. J'ai pensé que c'était le mieux pour toi. Et pour toi ?» Sophie demanda, une nouvelle compréhension s'éveillant en elle. « Était-ce le mieux pour toi, maman ?» Élise hésita, regardant son mari avec une expression complexe qui mêlait affection, gratitude et un regret indéfinissable. « Richard a été un bon mari, un père exemplaire pour toi. Nous avons construit une vie ensemble, une famille respectable. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé, insista doucement Sophie. Non, Élise admit finalement,
sa voix presque inaudible. « Ce n'était pas le mieux pour moi. J'ai renoncé à beaucoup de rêves, à une partie de moi-même. » Richard tendit la main couvrant celle d'Élise avec la sienne. Il y avait de la compréhension dans son geste, peut-être même une pointe de regret. Nous avons tous deux fait des choix, des sacrifices. La vie nous offre rarement des réponses simples ou des chemins parfaits. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?» Sophie demanda, ressentant un mélange de peine et de compassion pour ses parents, ces deux personnes qui, malgré leurs défauts et leurs limites, avaient essayé de la protéger à leur manière. « La peur, » répondit Élise simplement. « Peur de perdre ton amour, ton respect. Et avec le temps, c'est devenu de plus en plus difficile. Comment dire la vérité après tant d'années de silence? Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes différente ou moins aimée, » ajouta Richard. « Tu as toujours été notre fille, Sophie. Rien ne peut changer cela. » Sophie absorba leurs paroles, sentant une étrange paix remplacer progressivement la turbulence émotionnelle. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, apportait aussi une libération, des doutes, des demi-vérités, des secrets qui avaient silencieusement façonné son existence. « Que lui est-il arrivé? À Antoine ?» demanda-t-elle après quelques instants. Élise soupira. « Je ne sais pas avec certitude. Dans les premières années, j'ai entendu dire qu'il s'était établi à Paris, qu'il avait construit une carrière respectable comme photographe documentaire. Ensuite, j'ai complètement perdu contact. C'était il y a presque 30 ans, Sophie. »« J'aimerais le rencontrer, » déclara Sophie, se surprenant elle-même par la fermeté de sa décision. « Pas pour te remplacer, » ajouta-t-elle rapidement en regardant Richard, « mais pour connaître cette autre partie de mon histoire. » Richard acquiesça lentement. « Je comprends. Et si c'est ce dont tu as besoin, tu as mon soutien. » « Le mien aussi, » acquiesça Élise, bien que son regard révélât de l'appréhension. « J'ai quelques vieilles photographies, peut-être quelques contacts qui pourraient t'aider à le localiser. » Ils parlèrent pendant des heures cet après-midi-là, pas seulement d'Antoine, mais de tant d'autres sujets qui avaient toujours été tabous dans la famille Moreau. Élise parla de ses rêves abandonnés d'étudier l'art, de la pression qu'elle avait ressentie pour être l'épouse et la mère parfaite. Richard admit que sa rigidité cachait souvent des insécurités profondes, des peurs de ne pas être à la hauteur pour la famille, qu'il aimait tant. Quand Sophie dit finalement au revoir, déjà en début de soirée, elle se sentait épuisée, mais aussi étrangement légère. Le poids des secrets non révélés avait été enlevé, permettant qu'une nouvelle forme de relation commence à fleurir entre elle et ses parents, plus authentique, plus humaine, plus vraie. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle appela Nicolas. « J'ai parlé avec mes parents, » dit-elle dès qu'il décrocha. « Du journal, de tout. Comment te sens-tu » Sa voix était douce, sans hâte, lui donnant l'espace pour traiter ses émotions. Soulagée, triste, pleine d'espoir, confuse. Sophie rit doucement. Toutes ces choses en même temps. Est-ce possible ? Parfaitement possible, Nicolas répondit. Les émotions humaines viennent rarement dans des paquets organisés et étiquetés. Je veux le rencontrer, Nicolas, mon père biologique. Les mots sonnaient encore étrangement dans sa bouche. Et tu le rencontreras, affirma-t-il avec confiance. Je suis bon en recherche. Je peux t'aider si tu veux. Merci. Sophie ressentit une vague de gratitude pour cet homme qui était entré dans sa vie de façon si inattendue. Tu peux venir à mon appartement ce soir. Je ne veux pas rester seul. J'y serai dans 20 minutes, promit Nicolas. Cette nuit-là, allongé côte à côte dans le lit de Sophie sans aucune pression pour que quelque chose au-delà de la compagnie se produise, ils discutèrent de famille, d'identité, de vérité et d'amour. À un moment donné, Nicolas partagea sa propre histoire familiale, la relation compliquée avec son père, la réconciliation pendant la maladie, les leçons apprises sur le pardon et l'acceptation. « Nous sommes tous imparfaits, » dit-il, caressant doucement les cheveux de Sophie. « Nos parents, nous-mêmes, tous les êtres humains. Peut-être que l'amour véritable est exactement cela. Voir les imperfections de l'autre et l'aimer quand même, peut-être même à cause d'elle. Je ne me suis jamais permis d'être imparfaite, » réfléchit Sophie, se blottissant plus près de lui. « J'ai toujours cherché l'excellence en tout, à l'école, à l'université, au travail, dans les relations. Et dans l'intimité ?» Nicolas demanda doucement. « Particulièrement dans l'intimité, » admit Sophie. « C'était comme si me permettre d'être vulnérable, me donner complètement à quelqu'un, signifiait perdre quelque chose d'essentiel de moi-même. Et maintenant ?» Sophie se redressa sur un coude, observant le visage de Nicolas,
dans la pénombre de la chambre. Cet homme qui l'écoutait vraiment, qui la voyait dans sa totalité, qui respectait son rythme et ses choix. Maintenant, je comprends que la vraie intimité n'est pas se perdre dans l'autre, mais se trouver à travers lui, répondit-elle, se penchant pour l'embrasser. Le baiser, initialement doux, s'intensifia rapidement. Il y avait un désir mutuel qui grandissait entre eux depuis les jours dans les Cévennes, une attraction qui allait bien au-delà du physique. C'était une reconnaissance d'âme, une connexion qui transcendait l'ordinaire. « Sophie », Nicolas murmura, s'écartant doucement. « Tu es sûre ? Il n'y a aucune urgence. » En réponse, elle commença à déboutonner son propre chemisier, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je suis sûre. Je veux que ma première fois soit avec quelqu'un qui me voit complètement, pas seulement mon corps, mais mon âme. » Nicolas l'embrassa à nouveau avec une révérence qui l'émut profondément. Leurs mains explorèrent le corps l'un de l'autre avec un mélange de désir et de tendresse, découvrant lentement ce qui apportait du plaisir, ce qui provoquait des frissons, ce qui intensifiait la connexion entre eux. Quand ils s'unirent finalement, Sophie se sentit complète d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Ce n'était pas seulement un acte physique, c'était un don mutuel, une célébration de confiance, de vulnérabilité et d'acceptation. Après, allongés dans les bras l'un de l'autre, Sophie sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de regret, mais d'une joie profonde, d'une compréhension nouvellement découverte de ce que signifiait être véritablement intime avec un autre être humain. « Tu vas bien ?» Nicolas demanda, inquiet, remarquant son émotion. « Mieux que jamais. » Sophie répondit avec un sourire radieux. « Je me sens comme si toutes les parties de moi étaient enfin alignées, comme si mon corps et mon âme parlaient de la même langue pour la première fois. » Dans les semaines qui suivirent, Sophie s'embarqua dans un double voyage, la recherche d'Antoine Bernard et l'exploration de plus en plus profonde de sa relation avec Nicolas. La recherche de son père biologique la conduisit à découvrir qu'Antoine avait construit une carrière respectable comme photographe humanitaire, documentant des conflits et des crises dans diverses parties du monde. Actuellement, à 65 ans, il vivait à Lyon, où il enseignait la photographie dans une université locale et coordonnait des projets sociaux avec des jeunes de communautés défavorisées. Avec l'aide de Nicolas, Sophie obtint son adresse e-mail. Après des jours à réécrire le message, elle envoya finalement une brève communication, se présentant et expliquant les circonstances. La réponse vint presque immédiatement. Un message ému, plein de questions, suivi d'un appel vidéo où tous deux, émus et nerveux, eurent leur première conversation. Antoine avait les mêmes yeux que Sophie, intenses, expressifs, avec de petites rides au coin qui s'accentuaient quand il souriait. Ils parlèrent pendant des heures, des décennies d'histoires non partagées, coulant entre eux. Qu'il raconta sa vie nomade de photographe, comment il ne s'était jamais marié ni n'avait eu d'autres enfants, comment il s'interrogeait souvent sur Élise et sur ce qui aurait pu être. « Je n'ai jamais su pour la grossesse », confirma-t-il, la voix tremblante. « Si j'avais su, eh bien l'histoire aurait été différente. Mais nous ne pouvons pas réécrire le passé, seulement construire l'avenir. » Ils convinrent d'une rencontre personnelle. Sophie visiterait Lyon le mois suivant, pendant une période de vacances qu'elle avait planifiée avec Nicolas. C'était une perspective effrayante et excitante à la fois. Pendant ce temps, sa relation avec Nicolas s'épanouissait. Il était devenu non seulement son amant, mais son meilleur ami, son confident, son partenaire dans un voyage de découverte de soi qui les transformait tous les deux. Un soir, assis sur le balcon de l'appartement de Sophie, observant les lumières de la ville, Nicolas fit une proposition inattendue. « Je planifie un nouveau projet, dit-il, tenant sa main. Un centre communautaire à Honfleur, ma ville natale. Un espace qui combine architecture durable, art et soutien social pour les jeunes de la région. Ça semble merveilleux. » Sophie commenta, sincèrement impressionnée par la passion qu'elle voyait dans ses yeux. « J'aurais besoin d'y passer quelques mois supervisant la construction, travaillant avec la communauté locale. » Nicolas fit une pause, la regardant intensément. « J'aimerais que tu viennes avec moi. » La proposition surprit Sophie. « À Honfleur, mais et mon travail, ma vie ici. »« Je ne te demande pas d'abandonner tout, » clarifia Nicolas. « Je sais combien ta carrière est importante pour toi. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. Tu pourrais travailler à distance une partie du temps, voyager à Paris quand nécessaire. Ou, si tu préfères, nous pouvons maintenir notre relation à distance pendant cette période. »
Sophie réfléchit à la proposition. Il y a quelques mois, l'idée de quitter Paris, même temporairement, aurait semblé impensable. Son identité était si entrelacée avec son travail, avec son image d'avocate accomplie, que tout écart de ce chemin aurait été inconcevable. Mais maintenant, après son voyage de découverte de soi, après les révélations sur son passé, après avoir trouvé en Nicolas un amour qu'il acceptait dans sa totalité, la perspective de nouveaux horizons semblait non seulement possible, mais désirable. « Allons à Honfleur », décida-t-elle finalement, sentant une certitude tranquille s'installer dans sa poitrine. « Je peux parler avec Marc de travailler à distance pour une période. Certaines de mes affaires pourraient être transférées à d'autres avocats, et ce serait une opportunité d'explorer d'autres possibilités professionnelles aussi. » Le visage de Nicolas s'illumina d'un sourire radieux. « Tu es sûr? C'est une décision importante. »« Je suis sûr, » Sophie répondit, se rendant compte que c'était vrai. « J'ai appris que la vie ne suit pas des scénarios préétablis. Parfois, les détours les plus inattendus nous mènent exactement où nous devons être. » 3 mois plus tard, par un après-midi doré d'automne, Sophie se trouvait sur la plage de Honfleur, observant le coucher de soleil sur la mer. Nicolas était à ses côtés, tenant sa main. La transition n'avait pas été sans défi. S'adapter au rythme plus lent de la petite ville, équilibrer le travail à distance, construire de nouvelles routines. Mais chaque obstacle surmonté renforçait non seulement leur relation, mais aussi sa propre confiance en sa capacité à s'adapter, à grandir, à évoluer. Le voyage à Lyon pour rencontrer Antoine avait été profondément émouvant. Rencontrer l'homme dont elle portait les gènes, écouter des histoires sur sa vie, découvrir des similitudes inattendues dans les gestes, les expressions, les façons de penser. Ce ne fut pas un remplacement de Richard. L'homme qui l'avait élevé restait son père dans tous les sens qui importaient. Ce fut plutôt un ajout, un enrichissement de sa compréhension de ses origines, de ses racines. Maintenant, regardant l'horizon où le soleil plongeait dans l'océan, Sophie ressentait une profonde gratitude pour le voyage qui l'avait amenée jusqu'ici, pour les défis, les découvertes, les personnes qui avaient croisé son chemin, spécialement Nicolas, qui continuait à l'inspirer à être plus authentique, plus présente, plus vraie avec elle-même. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, remarquant son regard contemplatif. « À combien la vie est imprévisible » répondit Sophie, appuyant sa tête sur l'épaule de Nicolas. « Il y a 1 an, je me définissais par mon travail, par les attentes des autres, par une étiquette que je portais comme un fardeau. Je vivais une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Et maintenant ? Maintenant, je comprends que mon identité n'est pas quelque chose de fixe, défini par des circonstances externes ou des opinions extérieures. C'est un voyage continu de découverte de soi, de choix conscients, de courage pour être vulnérable. » Nicolas sourit, embrassant doucement son front. « Tu as transformé non seulement ta propre vie, Sophie, mais aussi la mienne. Ton courage pour affronter des vérités difficiles, pour questionner des modèles établis, pour embrasser ton authenticité, cela m'inspire chaque jour. » Sophie sentit son cœur s'élargir d'amour et de gratitude. Pour l'homme à ses côtés, pour le voyage qu'il partageait, pour les possibilités infinies qui s'ouvraient devant elle. Le soleil disparut finalement à l'horizon, laissant une traînée de couleurs vibrantes dans le ciel. C'était la fin d'une journée, mais pour Sophie, chaque coucher de soleil symbolisait maintenant non pas une fin, mais un nouveau commencement. Un rappel que la vie est un cycle constant de transformation, de mort et de renaissance, de silences qui trouvent leur voix, d'âmes qui s'éveillent à leur vérité la plus profonde. « Mon corps est tout à lui », murmura-t-elle, se souvenant des mots qui l'avaient autrefois tourmentée. « Et mon âme finalement a une voix,